Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue avec nous dans ce webinaire d'aujourd'hui qui va traiter d'une thématique haute en couleur, à savoir l'introduction en bourse, procédure, finalité et performance financière. Donc avec nous bien sûr notre cher professeur Mohamed Bachis. Vous êtes professeur en sciences de gestion habilité et vous êtes à l'université Mohamed Khamis, plus exactement à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Souissi. Donc vous êtes là, professeur, avec nous afin d'essayer de nous expliquer un peu de manière succincte, bien sûr, le mécanisme de l'introduction en bourse et aussi d'essayer de démystifier les concepts qui s'y rattachent. Cette thématique n'a pas été choisie de manière anodine, bien entendu. Nous tous, on connaît un peu l'intérêt de l'introduction en bourse. Donc, c'est un intérêt qui n'arrête pas de croître, que ce soit dans la sphère académique ou bien professionnelle, en l'occurrence les investisseurs et les entreprises. Donc, cet intérêt croissant s'explique par plusieurs facteurs, notamment euh, parler du contexte actuel qu'on est en train de vivre. C'est un contexte extrêmement chrysogène. Personne n'est à l'abri d'une crise économique, financière ou sanitaire, donc tout le monde l'a bien compris. Les entreprises, d'un côté, connaissent aujourd'hui leur intérêt d'avoir accès un peu au marché de capitaux de manière générale et au marché financier de manière plus spécifique. Cela peut s'avérer salvateur. Et pour les investisseurs aussi, ils ont compris comme quoi il fallait chercher en fait des opportunités d'investissement à long terme dans des grandes entreprises pour justement limiter ce risque. Euh, Ceci étant dit, j'aimerais, professeur Bachis, éclairez-nous. Qu'est-ce que c'est l'introduction en bourse? Alors, avant toute chose, j'aimerais remercier l'Esselstria Business School, l'établissement hôte de cette visioconférence, pour m'avoir associé à ce webinaire qui traite d'une thématique haute en couleur. Et vous remerciez, vous, particulièrement, professeur Moulin, pour m'avoir convié à cette thématique de haute envergure qui intéresse non seulement nos apprenants, mais aussi les différents académiciens, doctorants, praticiens et acteurs de la sphère financière dans son ensemble. Nous le remarquons actuellement, nos étudiants s'intéressent fortement au trading. Ils suivent des formations de bourse en ligne. Ils font ce qu'on appelle, ils essaient de désacraliser un petit peu ces concepts boursiers. Et c'est pour ça que ce webinaire, il vient carrément à point nommé pour essayer de démystifier, comme vous l'avez dit, essayer de lever le voile et de vulgariser un petit peu cette procédure d'introduction en bourse. Alors, avant de pouvoir vous répondre sur votre question, professeur, j'aimerais tout d'abord essayer de délimiter les choses dans leur contexte. Alors, si on veut appréhender le système financier dans son ensemble, il est scindé en deux, la finance directe et la finance indirecte. La finance indirecte qui est fortement intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle est monopolisée par le secteur bancaire, les banques, elles collectent l'épargne auprès des agents à capacité de financement, que sont les ménages par exemple, et les acheminent sous forme de prêts aux agents à besoin de financement, que sont les entreprises. Donc là, il s'agit d'une finance fortement désintermédiaire. Donc là, pour le coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la finance directe. Autrement dit, le marché de capitaux. Le marché de capitaux, il offre une pluralité d'opportunités à l'investisseur, donc à l'entreprise émettrice, de pouvoir lever des fonds au niveau du marché primaire. C'est-à-dire que les fonds sont nouvellement émis. C'est pour ça que nous l'appelons dans le jargon le marché du neuf, encore le marché primaire. Alors, l'admission ou l'introduction en bourse. Parce qu'avant d'être introduite en bourse, la société n'est pas cotée. Après l'introduction en bourse, elle devient une société cotée. Elle est aussi connue sous son acronyme anglo-saxon IPO, qui veut dire Initial Public Offering. Donc, c'est très simple. Ça consiste à mettre une partie du capital social de l'entreprise à disposition du public en contrepartie de capitaux collectés. Et donc, en d'autres termes, il s'agit d'achats de titres de la part, donc d'achats de titres qui sont émis par l'entreprise émettrice, qui est l'agent à besoin de financement, de la part d'un souscripteur
qui est l'agent à capacité de financement et qui dispose, pour ainsi dire, de liquidités afin de souscrire à cet investissement. Alors, ça se passe au niveau du marché primaire, étant donné que les actions sont nouvellement émises. Et c'est aussi l'opportunité pour l'entreprise de procéder à l'ouverture et à la mobilité de son capital. D'accord. Donc, si on veut être un peu plus spécifique, déjà à ce stade, il faudra distinguer entre les deux types de marchés financiers. Donc, vous l'avez dit, le marché primaire et le marché secondaire. Donc, au niveau du marché primaire, c'est là en fait où les sociétés vont venir émettre pour la première fois leurs titres afin de lever des fonds. Donc, ceci peut être fait sous forme d'une augmentation de capital. Sinon, ça va être sous forme d'une introduction en bourse, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc, c'est des titres qui n'ont jamais été émis auparavant, c'est des titres qui n'ont jamais été mis en vente sur un marché public auparavant. C'est la première fois qu'un investisseur pourra les acquérir. Là, à ce moment-là, si cet investisseur-là souhaite les revendre, il devra à ce moment-là se diriger vers le marché secondaire. Vous avez dit le marché primaire, c'est le marché du neuf. On peut aussi parler de marché de l'occasion pour le marché secondaire où ces investisseurs-là peuvent revendre leurs actions pour différentes raisons. Ça peut être peut-être un besoin de liquidité, comme ça peut être que l'investisseur voudrait concrétiser une plus-value financière. Donc ça se passe au niveau du marché secondaire. Maintenant qu'on a introduit un peu notre thématique, est-ce que vous pouvez, professeur Bachis, nous parler un peu de l'impact de cette opération financière sur l'entreprise et aussi nous expliquer un peu brièvement ses avantages? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'entreprise s'introduit en bourse, elle fait ce qu'on appelle un appel public à l'épargne. Et avec cet appel public à l'épargne, il vient une pluralité d'obligations, des obligations d'ordre réglementaire, légal, surtout légiférées par l'autorité compétente, qui est l'autorité des marchés de capitaux, l'AMMC, qui s'occupe de la transparence des transactions financières, de lutter contre l'asymétrie d'information, entre autres, délits d'initiés, etc. Alors, cette autorité compétente-là, elle va essayer d'accompagner justement ces émetteurs. Alors, vous allez me dire que cette procédure d'introduction en bourse, elle est extrêmement contraignante, étant donné que l'émetteur devra publier une pluralité d'informations périodiques, permanentes, occasionnelles, informations comptables, financières, extra-financières, etc. Alors, moi, je vais vous dire que le revers de la médaille, justement, de cette bureaucratie extrêmement contraignante, c'est que l'introduction en bourse, elle offre une panoplie d'avantages à l'émetteur, ne serait-ce que de parler des gains réalisés lors de la prime d'émission, ou encore l'allègement de son endettement, ou encore l'accroissement de sa visibilité, de sa notoriété, tant au niveau national qu'international. Sans parler du fait que lorsque l'émetteur souscrit à une introduction en bourse, ça lui permet de développer la structuration et la mobilisation interne de son entreprise. Alors là, vous allez me dire que ce sont des avantages pour l'émetteur. Qu'en est-il du souscripteur? Alors, le souscripteur, c'est une occasion pour lui d'acquérir un portefeuille de titres d'une entreprise à forte potentialité de rendement et ainsi diversifier son portefeuille de titres. Mais attention, je le dis toujours à mes étudiants lorsque je parle d'introduction en bourse, le souscripteur, il ne doit en aucun cas passer sous silence le fait qu'il s'agit d'une procédure extrêmement coûteuse. C'est-à-dire qu'il doit garder omniprésent à son esprit le fait qu'il y a des commissions de courtage, des commissions de règlement, des commissions de couverture, etc. Donc, il doit s'armer d'une armada de gestionnaires, de conseillers et d'avocats afin de pouvoir l'accompagner dans cette procédure d'introduction en bourse. Absolument. Je ne peux que être d'accord, professeur Bachis. J'aimerais aussi ajouter quelques avantages de cette procédure parce qu'au final, cette introduction en bourse, elle est perçue par les entrepreneurs de manière générale comme une sorte de Graal. Pour eux, c'est un aboutissement d'années d'investissement, de travail, de sacrifice, c'est beaucoup de temps investi. Et tout ça, pour eux, ça se concrétise par la mise en vente de cette entreprise au public. Donc, bien sûr, il ne va pas la vendre entièrement, mais c'est une partie de l'entreprise qui est vendue sur la bourse.
Donc, c'est vraiment un aboutissement. Et si cet entrepreneur-là voit cette opération financière et la met sur ce piédestal, c'est justement parce qu'elle lui permet un peu de se rapprocher de économique, euh, la finalité économique de l'entreprise. On peut même parler de performance économique, performance opérationnelle et performance financière. C'est vrai qu'il n'y a pas un lien systématique. Ça veut dire il n'y a pas de lien qui dit que voilà, introduction en bourse égale performance financière ou performance opérationnelle. Par contre, ce que l'introduction en bourse permet, c'est qu'en fait, déjà de un, ça permet de gagner en notoriété, de visibilité, crédibilité. Donc, à ce niveau déjà, l'entreprise qui arrive à avoir une introduction en bourse, automatiquement, elle va avoir des clients plus importants, qui payent plus et qui payent mieux. Elle aura beaucoup plus de crédibilité, donc beaucoup plus d'accès à des grands marchés étatiques et peut-être même internationaux. Donc ça, d'un côté. On a la deuxième chose, c'est qu'on a un accès au financement beaucoup plus important. Donc, qui parle d'accès au financement, on parle de financement de la croissance, financement de l'investissement. Et aussi et surtout, on gagne en maturité et discipline financière. Parce que lorsqu'on est coté en bourse, on est suivi. Donc, il y a le marché qui nous contrôle. Il y a les actionnaires qui nous surveillent. Donc, on va réfléchir à deux fois avant de faire un investissement. On va bien optimiser notre gestion des coûts. Donc, tout ça fait qu'en fait, in fine, on va avoir la performance d'entreprise qui va augmenter. Et du coup, on va avoir un taux de rentabilité économique d'entreprise supérieur au taux de rentabilité exigé par ses actionnaires. Et là, on parle de création de valeur. Donc, tout ça, en fait, nous mène, et on peut dire que l'introduction en bourse, quand elle est bien, on va dire, appliquée, elle mène à la finalité ultime, à savoir la performance dans l'entreprise. Donc, on comprend un peu cet intérêt et un peu cet engouement pour l'introduction en bourse. Maintenant, je pense que vous n'allez pas me contredire. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients également. L'introduction en bourse est une opération extrêmement lourde qui nécessite beaucoup de coûts, que ce soit des coûts relatifs aux actions juridiques, comptables, financières et même de marketing, parce qu'il y a beaucoup de communication avant et beaucoup de communication après l'introduction, donc beaucoup de coûts. Il y a un investissement énorme de la part du top et du middle management en termes de temps, en termes d'énergie. Il y a aussi des risques qu'on prend lorsqu'on s'introduit en bourse. Donc là, on va faire face un peu au risque de fluctuation de marché, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse. On prend un risque de perte de contrôle, parce que lorsqu'on est introduit en bourse, on peut subir des OPA hostiles. Les problèmes d'agence qui arrivent, puisqu'on a beaucoup plus d'actionnaires, etc., etc. Donc tout ça, c'est énormément d'inconvénients. L'entreprise se doit d'être consciente de l'ensemble de ces enjeux. D'autant plus qu'il y a encore une procédure, on va dire, pour s'introduire en bourse, c'est une procédure assez lourde. Donc, pour parler de cette procédure-là, professeur, est-ce que vous pouvez nous aider à lever le voile sur les déroulés de l'introduction en bourse? Je me permets juste d'adresser un message à notre auditoire. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On aura une petite séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je vous donne la parole, professeur. Très bien. Alors, votre question était sur le déroulé de la procédure d'introduction en bourse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure-là, elle doit être conduite d'une manière extrêmement méticuleuse. Elle doit être minutieusement préparée et des années à l'avance. C'est-à-dire que pour souscrire à une procédure d'introduction en bourse, ça doit être préparé des années à l'avance. Et nous avons quelques étapes auxquelles il faudrait appliquer pour justement souscrire à cette opération. La première étant le type d'introduction en bourse. Alors, le type, il existe deux modalités pour s'introduire en bourse. Nous avons la cession des actions existantes de la part des actionnaires d'origine, comme on l'appelle dans le jargon les actionnaires historiques, qui réduisent un petit peu leur participation en capital au profit de nouveaux actionnaires. Alors, dans cette modalité, il n'y a pas une nouvelle liquidité qui vient s'ajouter au capital de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième modalité qui est l'augmentation du capital via l'émission d'actions nouvelles dans le marché primaire.
Alors, tenez-vous bien, une introduction en bourse peut se faire en amalgamant les deux modalités, c'est-à-dire on appelle ça une opération mixte où on essaie de céder les actions existantes des actionnaires historiques plus couplé justement à une augmentation de capital. Donc ça, c'est pour ce qui est du type de la procédure d'introduction en bourse. On part à la deuxième étape qui est le choix du marché. Alors, le choix du marché n'est pas anodin parce qu'au Maroc, nous avons le marché principal qui est réservé principalement aux grandes entreprises et le marché alternatif qui est consacré aux petites et moyennes entreprises, donc les PME. Et donc, le choix d'un marché au détriment d'un autre ne va pas aussi être fortuit. Ça va dépendre de plusieurs indicateurs, comme par exemple le total du bilan, la fraction du capital à diffuser, la fraction du capital à diffuser ou encore la capitalisation boursière. Donc ça, c'est pour ce qui est de la deuxième étape. La troisième étape, c'est justement le type de la procédure d'introduction en bourse. Alors là aussi, il y a deux modalités. Nous avons une offre à prix fermé et une offre à prix ouvert. Alors, je vais commencer par l'offre à prix fermé. Alors là, il s'agit de donner à la disposition du public un certain nombre de titres et en précisant un titre unique. Donc, un titre fermé, un prix fermé, un prix unique. Donc là, pour le coup, les souscripteurs ou les souscriptions doivent impérativement être stipulés dans ce prix unique. Je vais vous donner un exemple illustratif, c'est le cas d'Aradé Capital. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est une entreprise qui officie dans le secteur hôtelier et immobilier et qui a fait son introduction en bourse en 2020 via une offre à prix fermé avec une introduction en bourse de 400 dirhams l'action. La deuxième modalité, c'est l'offre à prix ouvert. Alors là, il s'agit là aussi de mettre à la disposition du public un certain nombre de titres, mais cette fois-ci avec une fourchette de prix, limite incluse. Je vais vous citer un exemple illustratif, c'est le cas d'une entreprise qui ne nécessite plus d'introduction, c'est Maroc Télécom. Alors, si ma mémoire ne me fait pas faux bon, elle a fait son introduction en bourse en 2004 via une offre à prix ouvert, justement, avec des bornes oscillant entre 54 et 68 ou 69 dirhams, limite incluse. Alors, il y a une troisième modalité qui n'est pas tellement conduite comme les deux autres modalités que je viens de citer, c'est l'offre à prix minimal. C'est-à-dire qu'il s'agit de démarrer avec un prix plancher et de ne pas acheminer un plafond. C'est comme le concept d'une vente aux enchères, si on peut faire la comparaison. Donc voilà pour ce qui est des trois premières étapes de l'introduction en bourse. La quatrième étape, il s'agit du choix des intermédiaires. Choix des intermédiaires, ce qu'on appelle le syndicat de placement. Les membres du syndicat de placement. Alors là, il s'agit de banques, de sociétés de bourse que l'entreprise émettrice, c'est-à-dire qui a émis ses titres sur le marché primaire, elle va choisir des banques, des sociétés de bourse pour l'accompagner dans ce processus contraignant et l'accompagner aussi dans la procédure d'introduction en bourse. Alors, ces sociétés de bourse et ces banques vont faire ce qu'on appelle du placement des actions tout au long de la période de souscription, qui peut aller de quelques jours jusqu'à quelques semaines. Alors, la cinquième étape et la dernière, mais non des moindres, il s'agit de l'établissement du prospectus et le visa de l'AMMC, l'Autorité marocaine des marchés de capitaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prospectus? On l'entend souvent dans les webinaires et dans les marchés boursiers, monnaie courante chez les gestionnaires de portefeuille. Alors, le prospectus, c'est toutes les informations relevant de la procédure d'introduction en bourse qui est greffée à l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise émettrice des titres. Alors, ce prospectus-là, une fois préparé, il va être soumis au visa de l'AMMC, donc l'Autorité marocaine des marchés de capitaux. Alors, une fois ce visa-là obtenu par l'entreprise émettrice, l'émetteur se doit d'effectuer un communiqué de presse pour justement informer le public de ce visa. Alors, ce communiqué de presse doit impérativement se faire dans un JAL, un journal d'annonce légale, pour ce qui est de la bureaucratie de la chose. Et donc, voilà, après le visa de l'AMMC,
toutes les informations sont centralisées au niveau de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca. Et là, on aura bouclé les 5 étapes de l'introduction en bourse, professeur Moulier. D'accord, donc pour un peu plus de précision, j'aimerais juste dire en fait que le prospectus, en fait, c'est le document qui permet de garantir un peu déjà la transparence de l'ensemble de l'opération de l'introduction en bourse. Et en deuxième lieu, ça permet aussi de garantir un peu les intérêts de l'investisseur. Donc, ça protège un peu l'investisseur. Donc, par investisseur, bien sûr, je parle du souscripteur. Et vous avez, professeur Bassi, justement, vous avez relaté avec brio les étapes pour l'entreprise émettrice afin de s'introduire en bourse. Qu'en est-il un peu? J'aimerais bien m'intéresser un peu à ce souscripteur, justement. Qu'est-ce qu'il doit faire pour souscrire à cette opération? Alors, avant de vous répondre à cette question, j'aimerais juste ajouter que lors du visa du prospectus par la MMC, elle se fait par une procédure d'instruction, et une analyse de dossier auprès de l'autorité compétente. Donc voilà, pour ce qui est de le visa de la MMC. Alors, pour vous répondre à votre question par rapport aux souscripteurs, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau, au niveau de l'introduction en bourse, le souscripteur, il doit garder omniprésent à son esprit le fait qu'il s'agit d'une procédure extrêmement contraignante et extrêmement coûteuse. Donc, je l'ai dit préalablement, les commissions de bourse, les commissions de courtage, etc. Il doit aussi savoir et lire attentivement l'ensemble des informations disponibles sur le prospectus. Et si jamais ce souscripteur-là n'a pas la capacité de déchiffrer ou encore de décrypter ces informations, il doit s'aider via des conseillers financiers, des conseillers juridiques qui vont lui permettre, qui vont lui donner lui prodiguer des recommandations, des conseils idoines pour justement essayer de lire attentivement ces informations financières et comptables disponibles sur la société émettrice. Alors, premièrement, pour souscrire à une opération d'introduction en bourse, le souscripteur doit ouvrir un compte de titre. Un compte de titre qui doit être adossé à un compte en espèces auprès d'un des membres de son syndicat de placement, que ce soit une banque ou encore une société de bourse. Alors, toutes les souscriptions doivent être couvertes par ce qu'on appelle un dépôt effectif ou encore un collatéral, c'est-à-dire un ensemble de titres détenus par le souscripteur, ou encore une caution bancaire. Alors, lorsqu'il aura ouvert son compte de titre, la deuxième des choses, c'est qu'il doit formuler sa souscription sous forme de bulletin de souscription individuelle auprès de l'AMMC. Alors, ce bulletin de souscription individuelle, il contient des informations telles que le type de souscription, la période de souscription, le type d'ordre, l'identité de ce souscripteur, bien évidemment, le mode de couverture et le mode de paiement. Donc, voilà pour ce qui est du souscripteur. Et bien évidemment, à la fin de la période de souscription, toutes les souscriptions vont être centralisées au niveau de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca, qui va s'occuper de l'allocation des titres et justement de la génération des transactions. Très bien. Bon, peut-être pour un peu plus de vulgarisation, la procédure paraît un peu complexe, mais je rappelle quand même que ce souscripteur-là, ça peut être monsieur tout le monde. N'importe qui peut aller, s'il est intéressé par une introduction en bourse d'une société X, il peut aller acheter des actions. Donc, ça peut aller d'une action à, bien sûr, en fonction des modalités. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir un grand capital. On peut acheter 1, 2, 10 actions. Une action, ça peut des fois coûter 100 dirhams, comme ça peut coûter 1000 dirhams. Donc, j'ai envie de dire que aussi il y a l'intermédiaire qui facilite un peu tout ça. Lorsqu'il va aller ouvrir son compte et manifester son intérêt, après, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Donc, le souscripteur, ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être une institution, ça peut être une assurance, ça peut être une entreprise, ça peut être une entreprise qui est déjà en bourse, elle peut aller acheter des titres et des actions d'une autre société qui voudrait être cotée en bourse. Donc ça, c'était juste à titre de précision. Donc, on a parlé du souscripteur, encore une fois, on a parlé de l'entreprise émettrice, mais j'imagine qu'une procédure aussi lourde, aussi conséquente,
elle va englober beaucoup plus de parties prenantes. J'imagine, on va passer de l'autorité marocaine des marchés de capitaux pour arriver au dépositaire central. Quels sont, professeurs, les autres parties prenantes? Avant de vous répondre à cette question, j'aimerais quand même ajouter que ce souscripteur-là peut être un investisseur individuel. Et l'investisseur individuel ne peut souscrire qu'une seule fois à une introduction en bourse, sauf si c'est le cas d'un salarié au sein de l'entreprise émettrice. Donc voilà, ça c'était une exception. Alors votre question était sur les différents acteurs, les différents intervenants dans la procédure d'introduction en bourse. Alors, vous l'avez si bien cité, il s'agit, premièrement, c'est l'autorité marocaine des marchés de capitaux, qui était anciennement appelée Conseil déontologique des valeurs mobilières. Hein. Mes étudiants se reconnaîtront lorsque je vais leur dire que c'est le gendarme de la bourse. Et donc, cette autorité compétente, elle s'occupe de lutter contre l'asymétrie de l'information, lutter contre le délit d'initié, assurer la transparence des transactions boursières, etc. Nous avons aussi des conseillers juridiques et financiers. Parce que vous savez, des fois, les souscripteurs n'ont pas la culture financière nécessaire pour déchiffrer ou décrypter les informations qui existent sur le prospectus. Donc, ils doivent s'armer d'une armada de conseillers financiers, histoire de les accompagner dans ce processus. Nous avons aussi la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, qui s'occupe de l'allocation des titres et de la génération des transactions. Nous avons aussi Maroclear, le dépositaire central, qui s'occupe de la création des comptes émissions pour l'entreprise émettrice et qui s'occupe aussi de la conservation des titres, du flux des titres. Alors, le dernier intervenant au niveau de la bourse de Casablanca, il s'agit bien évidemment de l'entreprise émettrice qui peut émettre ses nouvelles actions au niveau du marché de capitaux, plus exactement le marché primaire, si l'entreprise est nouvellement émise, si les titres sont nouvellement émis. Donc voilà pour ce qui est des intervenants. D'accord, beaucoup d'intervenants. Oui, énormément d'intervenants, c'est vrai. Beaucoup d'intervenants, une procédure très lourde, beaucoup d'étapes à respecter. Vous l'avez parlé, lourdeur administrative, mais aussi un coût très important. Tout ça, professeur, amène beaucoup de personnes à croire en fait que cette introduction-là est finalement l'apanage des grandes entreprises. Ce n'est pas forcément vrai. Je vous laisse un peu nous éclairer sur ça. Alors, vous me rappelez exactement la question d'une de mes étudiantes lorsqu'on a essayé de décortiquer un article, un passage d'article qui parlait de la communication financière alliée, bouclier ou boomerang. C'était un article sur justement les sociétés non cotées, les sociétés cotées. Alors, si vous croyez que l'introduction en bourse, c'est l'apanage des grandes entreprises, eh ben vous l'aurez. Il faudrait que vous détrempiez. Parce que même les PME, j'en ai parlé un petit peu dans mon intervention, même les PME au niveau du marché alternatif peuvent se financer, peuvent lever des capitaux. Et pas plus tard que décembre 2019, un protocole d'accord a été signé entre l'autorité marocaine des marchés de capitaux, le dépositaire central, l'association professionnelle des sociétés de bourse et Maroclear. Et cet accord, il consistait à justement faciliter aux PME l'accès à ce marché alternatif de la bourse de Casablanca pour essayer de trouver de nouvelles solutions de financement. Et tenez-vous bien, ce protocole-là s'est résolu à une réduction de 50% par rapport à la commission d'introduction en bourse. Et quand on connaît les montants mirobolants que peuvent atteindre les commissions d'introduction en bourse, il s'agit d'une réduction extrêmement significative. Alors, moi, je vois en ce protocole-là alors, il est aussi accompagné d'un guide unique pour la centralisation des informations, d'un programme d'accompagnement pour les PME nécessitant une introduction en bourse sur le marché alternatif. Mais je vois ici une opportunité pour justement la pérennisation de notre tissu économique via les PME et la relance de notre économie pour justement essayer d'amorcer ce nouveau modèle de développement. Très bien, professeur. Dernière question, peut-être
part si vous avez autre chose à ajouter. Moi, j'aimerais savoir, on a parlé de la procédure, on a parlé des parties prenantes, c'est clair à ce niveau. Maintenant, est-ce qu'une entreprise peut rater son introduction? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la procédure d'introduction en bourse est une procédure extrêmement contraignante, extrêmement bureaucratique, qui nécessite un savoir-faire digne des grandes entreprises. Donc, je ne dis pas que c'est l'apanage des grandes entreprises, je dis que ça nécessite un savoir-faire extrêmement méticuleux. Donc, et quand on sait que l'information maintenant elle circule à une vitesse vertigineuse et que tout événement susceptible d'avoir un impact sur le cours de l'émetteur doit être maîtrisé par la société émettrice, eh ben, oui, une société peut rater son introduction en bourse. Surtout si le directeur administratif et financier, donc le DAF, n'a pas cette pleine maîtrise de ce foisonnement d'informations périodiques, permanentes, occasionnelles, financières, extra-financières, et surtout s'il n'a pas aussi cette technicité de dialogue entre les autorités compétentes. Nous avons beaucoup de dialogues entre le dépositaire, la société gestionnaire de bourse, la MMC, etc. Et si je vous donne un exemple, c'est la société Deezer. Je ne sais pas si vous connaissez cette société. C'est une plateforme musicale française qui a raté son introduction en bourse parce qu'elle a eu, permettez-moi l'expression, les yeux plus gros que le ventre. Non seulement elle a été concurrencée par Spotify, mais elle a aussi raté son introduction en bourse justement parce qu'elle n'a pas su préparer à l'avance et au préalable cette procédure contraignante. Merci Voilà. beaucoup, professeur. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Effectivement, c'est un sujet très intéressant qui intéresse beaucoup de personnes, notamment au niveau de notre webinaire. Nous avons plein de questions. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. On va prendre note et on va essayer d'en répondre à un maximum. Alors, est-ce qu'il y a un seuil des commissions pour l'entreprise qui désire lever son capital? Est-ce qu'il y a un seuil des commissions pour l'entreprise qui désire lever son capital? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez exactement par lever son capital. Est-ce que vous pourrez parler d'une augmentation de capital ou peut-être d'une introduction en bourse? En tout cas, ce n'est pas clair. Alors, quelle est la différence entre une OPA, offre publique d'achat, et une opération d'introduction en bourse? Merci, Monsieur Houssam et Romani. Question très intéressante. Alors, quelle est l'importance de la communication financière dans une introduction en bourse? Question de Sarah. On va bien sûr s'atteler à la tâche et vous répondre à l'ensemble de vos questions. On va essayer d'en prendre un maximum. Alors, est-ce que les PME ne sont pas concernées par l'introduction en bourse? Je pense qu'on a quand même donné quelques éléments de réponse. Alors, est-ce que l'introduction en bourse protège les entreprises de tomber en faillite? Très bonne question, c'est Erdogan. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a un montant minimum qu'il faut avoir avant l'introduction en bourse? Oui, on va voir ça. Je n'ai pas le nom. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je vais essayer de répondre. J'ai ici plusieurs questions, donc je vais essayer de répondre d'une manière assez transversale. Alors, je vais commencer par la question sur l'OPA. Alors, c'est vrai que plusieurs personnes confondent une introduction en bourse avec une OPA. Alors, une OPA, ce n'est pas une introduction en bourse. Une OPA, il s'agit d'une prise de contrôle d'une société de la part d'une autre société qui est déjà introduite en bourse. Prise de contrôle dans l'optique de contrôler un petit peu son management, dans l'optique aussi d'avoir une position de dominance et une position de contrôle. Alors là, pour l'OPA, il y a deux types d'OPA. Une OPA amicale, c'est-à-dire que l'entreprise qui est absorbée, elle accepte d'être absorbée, et l'OPA agressive, ou ce qu'on appelle aussi l'OPA hostile.
C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas vraiment le choix que d'accepter d'être absorbée, notamment parce que justement les personnes qui vont absorber cette entreprise proposent des prix qui sont largement au-dessus de la valeur des actions qui existent sur le marché. Alors, pourquoi on essaie de confondre OPA et introduction en bourse? Tout simplement parce que l'introduction en bourse, il s'agit d'un appel public à l'épargne et OPA, c'est une offre publique d'achat. Alors, les autorités compétentes essayent tant bien que mal de lutter contre ces OPA hostiles, surtout aux États-Unis, dans le New York Stock Exchange, notamment la SEC, Security and Exchange Commission, qui est l'équivalent de l'AMMC ici au Maroc. Alors, ils essaient de lutter contre ces OPA hostiles parce que ça perturbe le paysage économique et financier. Alors, je vais partir sur la communication financière. Est-ce qu'elle est importante ou pas pour une introduction en bourse? Alors, la communication financière et l'introduction en bourse ont une très forte concomitance. Pourquoi? Ne serait-ce que par le fait de publier des informations périodiques, permanentes, occasionnelles au niveau du prospectus. L'entreprise doit absolument et impérativement s'assurer de la conformité, de la complétude et de la sincérité des informations qu'elle est en train de publier au niveau de son prospectus. Autrement dit, elle ne recevra pas le visa de l'AMC, l'autorité compétente. Alors, une entreprise, lorsqu'elle passe d'un statut d'une société non cotée à une société cotée, elle passe d'une vie privée à une vie publique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coté, vous avez l'obligation de publier vos états de synthèse. Et donc, si vous procédez au maquillage un petit peu de vos états de synthèse, eh bien, ça va se savoir. Donc, une communication financière qui n'est pas bien conduite va plutôt faire capoter l'opération d'introduction en bourse et justement procéder à la faillite de l'entreprise si jamais le souscripteur ou l'entreprise émettrice n'a pas su justement tirer son épingle du jeu. Alors, pour ce qui est des PME, nous avons, pour ainsi dire, essayé de donner des éléments de réponse au niveau du webinaire. Nous avons dit que non, l'introduction en bourse n'est pas l'apanage des grandes entreprises, mais pour les grandes entreprises, il s'agit du marché principal. Pour les PME, nous avons le marché alternatif et nous avons parlé aussi du protocole qui essaie justement d'aider ces PME à trouver de nouvelles solutions de financement via la réduction de la commission d'investissement, de la commission d'introduction en bourse de 50%, qui est une réduction significative. Donc voilà, j'ai essayé de répondre de manière transversale sur les questions que vous m'avez prodiguées, professeur. Merci. Je vais essayer de rebondir aussi. On a reçu d'autres questions. Un de nos invités nous interprète quant au risque, donc le risque de l'introduction en bourse. On a aussi, alors j'ai des questions que je ne comprends pas, quelles sont les opportunités de création d'entreprise pour étudiants en finance dans le marché financier? Je pense que ça sort un peu quand même du cadre. Comment se fait? It's possible for a startup to raise funds through an IPO. D'accord. Donc la question porte sur les startups. J'avais vu une autre question tout à l'heure aussi. D'accord. Alors, si on veut déjà, parler de risque, bien sûr, en s'introduisant en bourse, on s'expose au risque, ça c'est clair. Parce que déjà, côté confidentialité, notre confidentialité va en prendre un coup, parce qu'on est obligé de communiquer notamment sur nos états de synthèse, ça c'est clair. Donc, il y a une communication sur l'aspect financier et comptable, mais il y a aussi une communication sur l'aspect gestion et commerciale, parce qu'il y a des rapports qui sont émis, qui sont publics. Donc, au niveau de la confidentialité, voilà, ce n'est pas vraiment ça. Donc, l'entreprise doit être prête justement à avoir avant l'introduction en bourse, cette vie après qui est beaucoup plus publique. Le deuxième risque qu'on pourrait aussi citer, c'est justement ce risque d'avoir des problèmes d'agence, des problèmes de communication au sein de cette société. Parce qu'on a des nouveaux arrivants, donc des nouveaux actionnaires. Ces nouveaux actionnaires-là n'ont pas pour objectif, bien sûr, de venir s'ingérer, mais
le risque, il est toujours là. Il y a un risque de mésentente entre les nouveaux actionnaires et les actionnaires historiques. Donc, il y a ce problème d'agence qui peut se poser. Aussi, on a un risque relatif à la perte du contrôle. Donc, moi, lorsque j'introduis mon entreprise en bourse, je dois être conscient que les choses peuvent aller vers un sens où moi, je vais perdre le contrôle de ma boîte. Donc, vous avez parlé d'OPA aussi. Il y a aussi d'autres actionnaires qui vont faire en sorte d'être actionnaire majoritaire et moi, je perds le contrôle. Donc, ça, c'est spécifiquement valable pour les entreprises familiales. Il y a des entreprises familiales qui sont très attachées justement à leur boîte. Ils doivent avoir conscience que lorsqu'on s'introduit en bourse, il y a ce risque justement de perte de compte. Le quatrième risque que je pourrais citer, c'est aussi le risque d'être exposé au marché. Donc, le cours de notre, la valeur de notre entreprise, le cours boursier, on ne le contrôle pas. Ça peut fluctuer, varier selon des phénomènes, que ce soit macroéconomiques, microéconomiques, qui sortent complètement de notre volonté. Donc, il y a aussi ce risque-là que la valorisation de l'entreprise baisse sans qu'on puisse vraiment y faire quelque chose. Là, on parle de risque systémique. Donc ça, oui. En allant vers la bourse, on va avoir plusieurs avantages. On va gagner en crédibilité, on va avoir beaucoup plus d'argent, on va avoir plus d'opportunités, on va pouvoir financer nos investissements, nos croissances, etc. Cela n'empêche, on s'expose à plusieurs risques. Pour la startup, oui, une startup peut aussi s'introduire en bourse parce qu'il n'y a pas de statut startup. Il suffit qu'une startup arrive à une certaine taille pour qu'elle soit considérée comme une PME, pour qu'elle puisse justement rejoindre le marché alternatif. Je rappelle que la startup, ce n'est pas la taille de l'entreprise, la startup, c'est le business modèle de l'entreprise qui fait est-ce que c'est une startup ou pas. Alors, une startup peut être une micro-entreprise et une startup peut être une PME comme ça peut être une grande entreprise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui confondent startup et micro-petite entreprise. Startup, c'est juste un business model et c'est voilà, les potentialités de cette entreprise. Donc oui, une startup, c'est si elle arrive à engager l'ensemble, enfin à honorer l'ensemble des engagements que nécessite l'introduction en bourse, elle peut effectivement aussi bénéficier de ce procédé. Je ne sais pas si vous avez retenu d'autres questions. Oui, il y a une question de Samuel Ibrahim. Il nous dit, in your expert opinions, how can the authorities improve the Moroccan financial markets? Alors, je vais essayer de répondre à votre question en français. Donc, les autorités marocaines, l'autorité marocaine des marchés de capitaux, elle essaie justement de contrôler ce marché financier, de lutter contre l'asymétrie d'information, le délai d'initié. Elle essaie aussi d'assurer la transparence et de la crédibilité des transactions financières. Alors, les investisseurs, par contre, hein, sur le marché boursier, les souscripteurs doivent savoir qu'ils sont des fois, lorsqu'ils font des décisions d'investissement, surtout s'ils n'ont pas la culture financière de décrypter les différentes informations existantes sur le prospectus de l'information, ils doivent savoir qu'ils sont des fois impactés par des biais cognitifs ou encore des heuristiques qui faussent leur jugement et qui portent à croire que leur décision d'investissement est des fois irrationnelle. Donc, ils doivent avoir pleinement conscience que des fois, leurs décisions d'investissement ne sont pas prises avec une bonne conscience et qui sont sous l'emprise de quelques biais comportementaux, comme par exemple l'ancrage, l'effet de disposition, etc. On ne va pas rentrer là-dessus. J'ai noté aussi une autre question. Est-ce qu'il y a un bon moment pour s'introduire en bourse? C'est une très bonne question. Alors, moi, je le dis toujours, introduction en bourse, ce n'est pas seulement du ressort des grandes entreprises. Donc, même une très petite entreprise, si elle a dans son viseur, dans sa ligne de mire, une optique d'expansion dans le futur, elle doit préparer son introduction en bourse des années à l'avance. Parce qu'il s'agit d'une procédure extrêmement contraignante, bureaucrate, méticuleuse, minutieuse. Donc, il va falloir qu'elle forme son personnel par rapport à ces différents dialogues, à la maîtrise du foisonnement des informations périodiques, etc., pour que le jour où elle décide de se lancer à une introduction en bourse, l'opération puisse se faire dans les conditions les plus
optimales. Très bien, merci. Je pense on va prendre les deux dernières questions parce qu'il y en a plein avant de conclure. Euh, alors, comment se fait la transition du marché primaire au marché secondaire? OK, donc on a marché primaire, marché secondaire. On a aussi comment le taux directeur peut impacter la bourse de manière générale, si j'ai bien compris, et plus particulièrement les préférences d'investissement des agents à capacité de financement. D'accord. Alors, concernant la première question, le passage du marché primaire au marché secondaire, comme j'ai déjà essayé d'expliquer, il se fait naturellement. La société, lorsqu'elle veut émettre ses actions pour la première fois, elle est obligée d'aller sur le marché primaire. C'est le marché où l'offre initiale, justement, euh, on va dire, elle est proposée. D'ailleurs, la traduction littérale du terme, Initial Public Offering, on va dire, elle transpose mieux ce concept-là. Donc, l'entreprise, lorsqu'elle va vouloir augmenter son capital ou s'introduire en bourse pour la première fois, elle est obligée d'aller sur le marché primaire. Ensuite, le passage au marché secondaire se fait naturellement, étant donné que les investisseurs qui auront acheté ces actions émises pour la première fois sont obligés d'aller sur le marché secondaire s'ils veulent les revendre. Donc, ils ne peuvent plus les vendre sur le marché primaire. Donc, voilà, le marché secondaire et le marché primaire, chacun a on va dire, ou bien on peut facilement faire la distinction. J'espère que c'est clair. Concernant le taux directeur, en fait, le taux directeur, c'est un taux qui est contrôlé, bien entendu, par Banque le Maghreb. L'impact que cela pourrait avoir, c'est orienter un peu la décision de l'épargnant, celui qui dispose d'une épargne qui voudrait l'investir. Si Banque le Maghreb augmente le taux directeur, cet épargnant-là va plutôt aller vers le marché obligataire, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont augmenter, donc la rémunération des obligations va augmenter. Si au contraire le taux directeur baisse, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus intéressant pour l'investisseur d'aller vers des actions et d'aller vers des introductions en bourse en achetant bien sûr des actions. Donc, c'est comme ça en fait que le taux directeur pourrait impacter ou influencer la décision d'un souscripteur entre aller vers des obligations, des bons de trésor ou bien aller vers des actions et espérer toucher des dividendes. Est-ce que, je ne sais pas, je pense qu'on devrait arrêter là. Peut-être un mot pour conclure. Deux petites additions, si vous me le permettez. Bien sûr, bien sûr. Je sais que vous êtes extrêmement conciliant, que j'abuse un petit peu de votre temps par rapport au marché secondaire. Alors, le souscripteur, il va plutôt se diriger vers le marché secondaire pour vendre ses actions, mais aussi pour acquérir les actions qu'il n'a pas pu avoir au niveau du marché primaire. C'est-à-dire que lorsqu'il va faire son ordre de souscription, s'il n'a pas acquis l'intégralité des actions, on va pouvoir lui donner le reliquat par l'intermédiaire du membre de son syndicat de placement. Donc, si jamais il n'a pas eu l'ensemble des actions, il peut se diriger vers le marché secondaire pour acquérir le reste des actions auxquelles il veut souscrire. Une dernière question, c'est la préférence des investissements des agents à capacité de financement. Alors là, moi, si je suis un agent à capacité de financement, je vais dans le viseur, dans la ligne de mire d'entreprises à forte potentialité de rendement pour que je puisse diversifier un petit peu mon portefeuille de titres. Donc, c'est pour ça que je dis impérativement et incontestablement que le souscripteur doit absolument s'armer d'une armada de conseillers financiers, de conseillers juridiques pour essayer de lui montrer la voie, de lui prodiguer des recommandations et des conseils idoines pour qu'il puisse justement se diriger vers la société qui va lui prodiguer le meilleur rendement. Très bien. Merci beaucoup, professeur, d'être venu. Merci beaucoup pour votre temps précieux. Je sais que vous êtes sur plusieurs projets en ce moment. Merci, cher auditoire. Nous avons essayé de prendre un maximum, bien sûr, de questions. Je voudrais juste faire un petit rappel. Ce webinaire s'inscrit bien sûr dans le cadre
du MBA Finance et Ingénierie financière. Donc, nous avons déjà une première euh, promotion qui va finir dans quelques mois. Par contre, nous avons une deuxième qui commence en mois d'avril. Donc, nous avons justement professeur Bachis ici présent avec nous, qui fait partie de notre corps professoral. Donc, voilà, il y aura aussi, bien sûr, Inch'Allah, d'autres webinaires qui vont s'inscrire aussi dans le cadre de cet MBA et que nous serons ravis de partager avec vous. Alors, à la prochaine. Merci encore. Merci beaucoup.